mais quand on met du champagne à l'intérieur, qu'on bouge totalement la lumière, on a l'impression qu'il est noir. En fait, le vert noir, ça n'existe pas. On fait toujours du vert très foncé, ou du bleu très foncé, ou du violet très foncé. Donc voilà pourquoi on l'appelait la verrerie noire. Et elle a démarré sa toute première production en 1824. Donc on va bientôt fêter les 200 ans de cette verrerie. Alors vous allez le découvrir au long de la visite. Pour ceux qui ont été aux toilettes, vous avez peut-être aussi remarqué, cette verrerie, elle a fermé en 1977 quand elle était verrerie blanche. Et voilà, elle n'a pas été conçue pour survivre 200 ans, voire plus. Donc en fait, il y a toute une partie qui a été rénovée, je vais vous le présenter après. Et là, on est dans la partie halo four. Donc sur la maquette, c'est la partie avec le tour orange. Et c'est une partie qui n'a pas été rénovée. À part la peinture qui a été refaite, tout est dans son jus, en fait, comme si on venait de fermer l'usine. Alors, elle a été construite à flanc de colline. Vous avez pu remarquer, si vous avez été grimpé jusqu'à ici, vous avez remarqué que c'est à flanc de colline. Et en plus, sur un terrain qui n'est pas très stable. Donc, elle glisse un petit peu cette verrerie. C'est pourquoi vous voyez sur tous les bâtiments, il y a des contreforts, ces gros triangles en pierre qui vont en fait retenir les bâtiments. Parce que dès le début de la verrerie, ils se sont rendus compte qu'elle glissait un petit peu. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à l'entrée, il y a des contreforts qui ont été bâtis pour éviter qu'un mur ne tombe. La grande cheminée rouge également, que vous avez vue à l'extérieur, elle a été réduite de 15 mètres. Avant, elle était 15 mètres plus haute pour éviter qu'elle tombe. La petite cheminée grise, pareil, n'existe plus, elle a été retirée. Et voilà, on est en train d'essayer en fait de classer un des fours que je vais vous présenter après en tant que monument historique, que vous allez voir pendant ma visite. Ce four est un bijou, on va dire, du patrimoine industriel. C'est très rare de voir un four de cette époque-là, pour en fait avoir des fonds et puis continuer en fait à sauvegarder cette verrerie et aussi à la développer, parce qu'aujourd'hui on a une activité aussi muséale à l'intérieur. Et après la visite, vous allez voir, on va aller rencontrer les verriers qui travaillent le verre à chaud. Ils vont souffler du verre devant vous, manipuler du verre. Voilà, c'est une activité en ce moment qu'on crée en fait des objets, mais c'est pas du tout industriel. C'est-à-dire qu'on ne vend pas dans les magasins, on n'exporte pas, on ne vend pas encore sur Internet non plus. En fait, on vend exclusivement dans la petite boutique que vous avez traversée avant. Donc c'est une petite production de souvenirs, d'objets, mais également parfois avec des designers. Alors c'est des personnes qui viennent en fait inventer des objets, mais ils ne sont pas verriers. Et verrier, c'est un vrai métier. Il faut 10 ans de pratique pour devenir bon verrier. Donc ces designers n'ont pas cette expérience. Donc en fait, on les fait rencontrer avec nos artisans. Et ensemble, ils vont développer des objets qui seront là, peut-être, oui, vendus dans certaines galeries de design à Paris, etc. Mais c'est encore des choses qui sont au départ. Enfin, on commence seulement. Donc on n'a pas de grosse production. Alors pour revenir un petit peu en arrière, si on veut revenir 200 ans en arrière, cette verrerie, c'est M. Paya qui l'invente, enfin qui l'a créée. Alors c'est pas le seul, il faut savoir que sur le territoire, alors je ne sais pas d'où vous venez. Cambrésis. Ici, si on prend l'Avenois de Cherache, donc on va prendre au sud de Cambrai, jusqu'à ici, on comptait à la fin du 19e siècle 56 verreries. Donc en fait, il y en a un partout, dans tous même les petits villages. Ici, il y en a deux, par exemple, au 19e siècle. À Sarpoterie, il y en a deux également. On dépasse un peu sur l'Aisne aussi, Quincampoix, et un peu en Belgique aussi, Momigny. D'ailleurs, il y a toujours une verrerie aujourd'hui qui fabrique des flacons de parfum, Momigny, on est thématique. 56 verreries, pourquoi elles s'installent sur le territoire? Eh bien, c'est les matières premières, comme vous en doutez, qui vont les attirer, et surtout les forêts, les zones forestières. Parce qu'avec les forêts, on a deux choses pour faire du verre. Tout d'abord, on a le bois, qui permet d'allumer les fours. Alors, le four que je vais vous montrer, celui qu'on essaie de créer, c'est un monument historique, n'a jamais fonctionné au bois. Mais s'il avait fonctionné au bois, il aurait consommé 20 kg de bois pour chaque kilo de verre fondu. Donc en gros, pour chaque bouteille qu'on aurait fabriquée, c'est 20 kg de bois qui aurait été consommé. Très grosse consommation. Il a fonctionné au charbon et c'était quand même 4 kg de charbon pour chaque kilo de verre fondu. Donc c'est quand même une bonne combustion. Donc on a le bois dans un premier temps, même si vous l'avez compris, on va passer au charbon après. Et surtout en sous-sol des forêts, on a des poches de silice, donc du sable, mais du sable qui est pur. Le sable, on ne va pas le chercher à la plage, parce qu'il y a du sel à l'intérieur. Donc on va chercher de la silice pure, qui est généralement en carrière, en sous-sol. Et donc ici, voilà, il y a ces deux éléments. Et au 19e siècle, la proximité également des mines de charbon, notamment Charleroi ici, qui a 1 heure de route, et qui présente une des plus grandes mines d'Europe. Eh bien, le charbon va pouvoir être livré facilement dans les verreries, elles vont pouvoir se développer à vraiment un niveau industriel. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, à l'époque, il y avait la voie ferrée qui traversait la verrerie, parce que voilà, on s'alimentait en charbon, 4 kg par bouteille fabriquée, donc il faut un apport constant de ce combustible. En 1823, quand M. Paya crée cette verrerie, bien sûr, tous les bâtiments n'existent pas, sauf un.
Le premier que vous allez croiser en entrant sur le site, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est un hôtel aujourd'hui, ça s'appelle l'hôtel des Verriers. C'est la grande maison de maître qui est à l'entrée, qui est une maison de maître de forge, qui a été façonnée au siècle précédent, au XVIIIe siècle. Et en fait, M. Payet la rachète, en fait sa maison, sa demeure, et il va faire la première verrie dans les écuries qui sont à l'arrière. Donc le bâtiment brique-rouge est juste là. Alors au début, c'est une toute petite usine, hein. C'est un four à 4 pots, donc en fait, ça veut dire qu'il y a 12 verriers qui travaillent. Donc une petite production de bouteilles. Alors, bien sûr, je ne suis pas sans vous le rappeler, il n'y a pas d'électricité à cette époque-là, donc toutes les bouteilles sont façonnées à la main et soufflées à la bouche. Et il va falloir en fait attendre 1830, où là c'est son gendre, M. Clavon. Et c'est pour ça qu'on est dans la rue Clavon-Collignon. Collignon, c'était le maître verrier, Clavon, le patron de la verrerie. Lui, il va la lancer à l'art industriel. Donc, va la ragrandir, notamment en faisant construire le bâtiment qui est juste en face de moi ici, bâtiment bleu. On l'appelle comme ça parce qu'il est fabriqué en pierre bleue, en pierre du territoire. Et là, ça va être une halle au four avec 2 fours. Donc, il va y avoir une trentaine de verriers qui travaillent là. Et en 1850, ils vont façonner les 3 bâtiments qui sont sur ma gauche, notamment le long bâtiment qui va, ce qu'on appelle des magasins, en fait, ça va servir à stocker les matières premières, le charbon, etc. Le bâtiment en face sur la gauche, qui lui va être une poterie, où des potiers vont fabriquer certains éléments du four qu'on appelle des pots. Je vais vous en montrer tout à l'heure, c'est ce qui recueille le verre dans le four. Alors ils sont fabriqués sur place parce qu'il faut les changer tous les 6 mois. Donc il y a des potiers qui travaillent en permanence dans la verrerie. Et le bâtiment central, là où il y a 2 personnages qui transportent une échelle, c'est une forge, où là des forgerons vont fabriquer les outils des verriers, que vous allez voir tout à l'heure. Il y a des pinces, des ciseaux, les cannes à souffler, les fers à trancher, etc. Mais également des tourneurs sur bois vont façonner des moules en bois dans lesquels on va souffler les bouteilles de champagne. Alors très vite on va passer à la fonte, ce qui est plus, moins fragile. Mais il y a quand même cet entretien des moules dans ce petit bâtiment. Et en 1893, ils vont fabriquer la grande halle au four, donc le bâtiment avec le toit orange. Là, vraiment, avec un four à 12 pots, donc là, on a 48 personnes qui travaillent autour d'un four comme celui-ci. À ce moment-là, il y a 160 ouvriers dans la verrerie, pour 90 verriers au total, si on ajoute les autres halles au four. Donc là, on est vraiment à l'apogée de cette verrerie. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, et après la Seconde Guerre mondiale, verrerie blanche, fabrication de flacons de parfum. Mais là, non plus à la main, on a un peu évolué, et je vais pouvoir vous montrer ça également, parce qu'on a le four du 19e, on a également le four du 20e. Donc vous allez pouvoir un peu comprendre comment les techniques évoluent, et puis ensuite on ira voir les verriers. Alors aujourd'hui, en 2023, ce site accueille 2 structures différentes. Vous avez l'écomusée, donc dans l'ancienne halle au four, comme je vous disais, dans le bâtiment au toit orange, qu'on va visiter ensemble aujourd'hui. Et tous les bâtiments avec les toits gris accueillent aujourd'hui un DESAT, ce qu'on appelait un CAP avant, où des personnes en situation de handicap viennent se former à différents métiers, notamment de l'hôtellerie et de la restauration. Ce pourquoi la maison de maître a été transformée en hôtel. Le bâtiment bleu, c'est un restaurant. Vous avez des studettes dans le long bâtiment. La poterie, elle a été rasée. Et vous avez une piscine spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap, et une salle de squash. La forge, c'est peut-être le bâtiment qui a le moins changé, on va dire, il y a encore quelques traces, mais c'est une salle de réception. Il y a par exemple des mariages qui peuvent être fêtés le week-end dans la verrerie, des fêtes, des réceptions, des colloques, etc. On l'appelle toujours d'ailleurs la forge aujourd'hui. Alors vous comprenez qu'on ne va pas aller visiter ces bâtiments, parce que ils ont eu un certain intérêt pour l'architecture, parce que l'architecture de base a été respectée, mais à l'intérieur, il n'y a plus aucune lecture de ce passé industriel possible. Tout a été effacé, alors que nous, comme je vous disais, la halle au four est telle qu'elle était le jour de sa fermeture. Donc on a encore les 2 fours industriels, on a encore les matériels des verriers, certains moules qui étaient utilisés, pas les moules des parfumeurs, parce que j'ai apporté le parfumeur, on a les moules de bocaux, pharmaceutiques, qu'on peut encore utiliser aujourd'hui, par exemple, pour développer certains objets. Voilà pour ma petite introduction. On va rentrer dans la halle au four, on va s'arrêter devant le four du 19e, je vous explique comment fabriquer les bouteilles de champagne à cette époque-là. Je vais brancher un petit micro parce que vous allez voir, en fait, il y a le four de fusion qui fonctionne en continu. Il est à 88 décibels en continu, c'est le bruit d'un réacteur d'avion. Donc moi, je vais parler avec le micro. Si vous ne m'entendez pas ou mal, vous n'hésitez pas à me le dire. J'espère que le micro va tenir parce que samedi, je faisais une visite et il a coupé en plein milieu. S'il coupe, c'est pas grave, je vous montrerai.